Tamara, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi les livres qui ont pu attirer votre attention et qui vous ont particulièrement interpellé ou touché récemment. La musique que vous écoutez avec bonheur, recueillement, émotion, qui vous permet de vous évader, de vous concentrer, d'oublier, de pleurer, de vibrer ou même de danser. Les films, réalisateurs récents, moins récents, que vous souhaiteriez partager avec nous, c'est à vous. Alors, j'ai choisi 3 livres récents, disons des 5 dernières années. Alors, le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est Les étincelles du bonheur de Jérôme Arnaud Wagner, qui est paru chez Michelon, qu'un ami m'a offert. Et en fait, je connais l'auteur et j'ai été très touchée parce que en ce moment, je m'intéresse beaucoup au transgénérationnel, à la mémoire et au monde englouti. Et d'ailleurs, il emploie ce mot dedans, ce terme de monde englouti. C'est l'histoire vraiment, c'est un homme adulte qui se met à la place de qui il était adolescent et qui reparle de tous les sentiments bienheureux, les sentiments d'amour, les sentiments poétiques qu'il a vécu auprès de ses grands-parents et en particulier de sa grand-mère. Donc c'est un témoignage d'amour envers une grand-mère et j'ai trouvé ça absolument magnifique et poétique parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une époque assez obscène, enfin, où tout doit être un peu marquant, impactant et plus peu de gens vont oser écrire une déclaration d'amour à leur grand-mère. Enfin, j'ai trouvé que c'était aussi audacieux parce qu'on n'est pas à l'époque proustienne et donc ça m'a marqué aussi pour ça. Et puis la qualité du texte et tous ces sentiments sont extrêmement purs. Et ça ressemble beaucoup à la délicatesse de l'auteur, voilà, que j'ai la chance de connaître également. Exactement, voilà, il y a toute sa délicatesse et la pureté des sentiments, et on n'est pas dans les bons sentiments au sens péjoratif comme Flaubert le disait. Hein. Là, on est vraiment dans les sentiments de l'enfance et de l'adolescence, ce qu'il y a de plus beau quand un être humain découvre en fait ce qu'est l'amour filial et l'amour humain, ce qu'il devrait être. En fait, voilà, c'est un vrai témoignage de, comme on a parlé beaucoup de ces familles maltraitantes, de ce que devrait être l'amour au sein d'une famille. Et en plus, il y a une transgénéalogie, enfin, il y a quelque chose, il y a eu des drames, on le voit aussi. Donc on voit aussi qu'il y a des familles qui arrivent par l'amour et par la force du lien à contrecarrer tous leurs drames aussi, que ça vient compenser en quelque sorte. Donc non, c'est un très beau livre à lire et à offrir, je trouve, qui gagne à être connu. Oui. Alors mon deuxième choix, c'est... alors là, j'ai pris ce livre-là pour le mettre en avant, mais c'est plutôt l'auteur que je voudrais mettre en avant. Parce que je trouve qu'en France, il ne bénéficie pas de succès qu'il devrait avoir et qu'il a partout dans le monde. C'est Irving Yalom. Irving Yalom est un psychiatre américain de formation et c'est un écrivain depuis pas mal d'années qui est connu notamment pour Et Nietzsche a pleuré, qui a été un best-seller traduit dans le monde entier, qui a lancé vraiment sa carrière dans le monde de l'écriture. En France, il a d'abord été découvert par les maisons d'édition, je crois, qui n'existent plus, qui étaient les éditions Galade. Et en fait, il a fait un travail remarquable. Il a humanisé le champ de la psychiatrie et de la psychothérapie, qui était en fait avec tout le travail qui avait été fait par les pères fondateurs. Il y avait une sorte de... Il y avait une discipline qui s'était fondée, des connaissances, des concepts, mais il manquait quand même un humanisme. Et lui, je trouve qu'il s'intègre dans l'héritage de Carl Rogers, et il y a quelque chose d'extrêmement humain avec l'empathie et l'accueil sans condition de l'être. Et c'est ça que chaque personne qui a un jour fait une psychothérapie, une psychanalyse cherche un peu chez le thérapeute, c'est d'être accueilli vraiment tel qu'il est, sans jugement, sans préjugés, avec de l'amour aussi. Parce qu'il y a aussi de l'amour hein, dans le milieu thérapeutique, on retrouve de l'amour humain, alors c'est un amour différent de celui qu'on trouve dans la famille. Et je trouve que cet auteur, déjà, il écrit bien. Alors, c'est un Américain, donc c'est l'écriture très contemporaine américaine. Mais en plus, il y a une vraie profondeur de la pensée. Il y a des références psychologiques, il y a des références philosophiques très fortes, Schopenhauer, Nietzsche, etc. Enfin, il a vraiment une connaissance de ces champs-là. Et je pense qu'il gagne à être connu. Et en période de couvre-feu et de Covid où tout est morose, le lire peut vraiment apporter quelque chose d'agréable, en tout cas, dans sa vie. Et en plus d'apprendre aussi des choses. Le troisième livre que j'ai choisi sur ma Kobo, parce que je l'ai lu, je lis aussi en Kobo, c'est pour répondre aussi à quelque chose de très contemporain, c'est La Familia Grande de Camille Kouchner, qui est paru aux éditions du Seuil la semaine dernière, qui est un livre qu'on a beaucoup encensé dans les médias, que je ne traiterai pas ici comme un livre littéraire en tant qu'œuvre littéraire, mais je suis obligée d'en parler en tant que femme. En plus, tous les sujets parlent des perversions familiales, de la maltraitance. C'est un livre qui, je pense, changera la société dans notre rapport à la victime et pourra aider à changer ce carcan
dans lequel étaient étouffées les victimes depuis des siècles, en fait, c'est porteur de malheur, parce que le bouc émissaire, vous savez, on le charge, on lui met tout sur le dos, et puis on l'envoie loin dans le désert, et il meurt, en fait, comme ça. Hein. Et c'est comme ça qu'on se débarrasse des maux d'une famille. Et je pense que ce livre met un peu les choses à leur place, c'est-à-dire qu'on voit a posteriori comment une victime peut aussi se construire, comment une victime peut aussi regarder avec une certaine conscience le mécanisme de l'emprise, comment a posteriori la victime reprend possession du coup de son âme, parce que ce qui se passe dans les cas d'inceste, là elle est la sœur jumelle de la victime, mais du coup comme il y a cette gémellité, il y a aussi, elle aussi est atteinte, et toute la famille est atteinte. Quand il y a de l'inceste, quand il y a de la violence, quand il y a de la perversion, que ce soit morale, physique, psychologique, sur un enfant qui incarne du coup l'innocence, c'est toute la cellule qui est pourrie et viciée. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et ce livre, il est important, non pas pour l'aspect littéraire, etc., non pas pour l'aspect buzz du moment. Je pense qu'il est beaucoup plus important sur le fait qu'il remet un peu en question ce que peut devenir la parole de l'enfant à l'âge adulte et comment l'enfant peut aussi reprendre possession de son être. Et il y a aussi cette force du verbe créateur. On oublie un peu de rappeler aussi, c'est que le verbe, la parole, l'écriture notamment, qui est une incarnation de la parole, est une action créatrice. Et donc ça, je dis vraiment parce que les gens qui portent en eux ces sacs sur le dos peuvent aussi parler, dire, nommer, désigner. Et ces livres-là ont cette importance, c'est qu'ils autorisent. Moi, j'y vois aussi une grande avancée du siècle, c'est que ça autorise les femmes, les hommes qui ont été victimes à plus porter leur malheur et à plus se cacher dans le fin fond du désert, à pouvoir se dire. Et en plus, le fait que les médias mettent la lumière là-dessus, je trouve que ça redore un peu le blason de la victime, la victime était pestiférée pendant longtemps, et puis on l'a même culpabilisée pendant de longues époques. Ce qui, je pense, est à lire pour de nombreuses raisons, et à mon avis, on n'a pas le recul aujourd'hui pour le traiter. Dans peut-être 4-5 ans, on pourra voir a posteriori la déflagration que ça a provoqué, ce que ça a pu changer, et peut-être même que ça aura un impact sur la vie juridique et sur la prescription extinctive. On peut l'espérer. Oui. Parlez-nous un peu de musique. Alors la musique, tout de suite, je vais vous dire le compositeur qui m'a le plus bouleversée ces dernières années, parce que c'est rare en fait de trouver un compositeur qui nous élève d'une certaine façon. Et j'ai écrit mon dernier roman sur lui, en l'écoutant. Philippe Glass. C'est Philippe Glass. Donc j'avais bien identifié. Ouais. Oui, je l'ai glissé dedans. Il est là. Oui, il est là. Il est là. Et Philippe Glass, pour moi, ça a été, je pense, il y a eu tous les classiques que j'ai découverts ado, mais bon, les Beethoven, les Mozart, Bach ensuite, etc. Mais aujourd'hui, il y en a peu qui nous... C'est-à-dire qu'une journée, on fait rien, on met le son à fond, on s'allonge au sol, il y a du soleil dans Paris, on est dans une pièce, on fait rien, on est en jogging chez soi, on met Philippe Glass, on ressent, on vit quelque chose. On vit plein de choses, mais il y a quelque chose qui se passe. Et Philippe Glass, oui, c'est la Métamorphose 2, pour moi, c'est un son qui est incroyable. Et d'ailleurs, il y a plein de films qui l'utilisent de temps en temps. Il avait fait la musique de The House, le film sur, qui voulait reprendre, voilà, qui est magnifique, sur Virginia Woolf. Donc, Philippe Glass m'a vraiment bouleversée, et j'espère qu'il va vivre longtemps, qu'il va continuer à créer, parce que je le suis là sur les réseaux sociaux, et il se réinvente tout le temps. Il se réinvente tout le temps. Les gens me disent oui, c'est l'instrumental, c'est répétitif et tout. Il y a pas mal de critiques, mais moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des comme lui. Je peux en citer d'autres. Ah, bien sûr, oui. Bien sûr. Alors, c'est votre espace de liberté. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est Arvo Pärt. Donc, on est un peu dans les mêmes familles de musique. Et pour créer, je trouve que c'est des musiques qui permettent aussi, qui autorisent la création. Il y a des musiques qui mettent une chape de plomb, et il y a des musiques au contraire le champ est libre, on peut créer, on est nous-mêmes, on est inspiré. Arvo Pärt, Arvo Pärt, il y a quelque chose de plus triste, il y a quelque chose de plus mélancolique, on est plus dans la douleur. Donc, mon prochain livre, je l'écris en écoutant Arvo Pärt, vous pourrez apprécier peut-être une plus forte mélancolie, mais il m'a beaucoup marqué. Et il y a un groupe canadien contemporain que j'aime beaucoup. Ils sont assez cachés, ils se représentent très peu, c'est un collectif, et je crois qu'ils, comme les Daft Punk, on ne peut pas les voir. Ça s'appelle Godspeed You Black Emperor. Et c'est de l'instrumental, ils mélangent tout, ils mélangent même des bruits de train, ils mélangent des batteries, ça fait un peu rock comme ça. À Paris, il y a des concerts de temps en temps, bon, c'est très rock alternatif, quoi. Donc c'est pas forcément de prime abord la musique que j'aime, mais je trouve qu'ils ont un vrai talent,
et ça me rappelle le classique. Et comme le rap peut aussi très bien se marier avec le classique, adolescente, j'adorais Eminem, et ça m'a beaucoup marqué, cette musique. Juste les voix sont posées comme ça, brutalement, sur les sons. Et le cinéma? Le Cinéma, les séries. Avant d'écrire, j'étais plus tournée vers le cinéma en plus. Je crois que ça me faisait vraiment rêver et c'était tellement accessible. Chez moi, en plus, on avait tous les abonnements, le CanalSat, Ciné Classique. Donc, il suffisait d'appuyer sur un bouton. Le cinéma m'a. Et d'ailleurs, les gens me disent oui, tu as une écriture assez cinématographique. Alors parfois, ça me vexe un peu, mais en fait, c'est pas du tout insultant, je pense. Mais c'est vrai que comme j'ai une formation qui est très cinématographique, je pense que ça a transformé l'écriture aussi de toute une génération. Alors, moi, j'ai envie de parler tout de suite de ceux qui m'ont beaucoup marqué. Tout le cinéma américain un peu spectaculaire, Schindler, de Spielberg, des films comme ça assez forts où il y avait un mélange de sentiments, de nostalgie, de l'Europe aussi, on retrouvait l'Europe aussi dans ce cinéma-là, de musique, des personnages assez touchants, mais tout en étant de la production intense et on le sentait. Et après, il y a tout ce cinéma aussi qui m'a énormément marqué, qui est un cinéma, je trouve, proche de la littérature, c'est le cinéma français, je trouve qu'on ne respecte pas assez, on ne le valorise pas assez, et puis les pauvres en ce moment, ils n'ont plus de lieux où se présenter, plus de salles. Moi, il y a un cinéaste, c'est Claude Chabrol. Claude Chabrol, il est considéré un peu, il n'est pas assez bien considéré, je trouve, et c'est un cinéma, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Regardez un Chabrol, l'autre jour, je regardais La femme infidèle, après j'ai regardé Les Biches, et je me suis dit, mais c'est lire un Maupassant. Il y a tout, c'est extraordinaire. Et après Chabrol, de fil en aiguille, j'ai beaucoup aimé Buñuel, j'ai beaucoup aimé Renoir, un peu avant, il y a eu Renoir, la règle du jeu m'a vraiment marqué, et il y a eu tout le Romer, le cinéma de Romer, qui me fait beaucoup de bien. Quand je regarde un film de Romer, je me sens très apaisée, et souvent je me dis, j'aimerais bien vivre dans un film d'Éric Romer. Tout est pur aussi, il y a quelque chose d'assez parfait, même quand les êtres sont complètement dans l'immoralité ou dans la moralité, il y a quelque chose quand même de sublime parce qu'il y a de l'amour, donc je trouve que c'est du cinéma qui répare, et les gens parlaient bien à cette époque, il y avait quelque chose de. Enfin, j'ai une nostalgie, je suis un peu passéiste parfois, et il y a aussi, j'en oublie plein, j'oublie Truffaut qui est fabuleux et que je redécouvre aussi notamment en ce moment. Enfin, voilà, je parle un peu de l'ancien cinéma, et puis actuellement il y en a aussi qui sont extraordinaires, mais que je connais peut-être moins bien parce que je privilégie plus la lecture. Et les séries, alors je suis moins série parce que je trouve que la série est un mangeur de temps. C'est un chronos total, ça vous prend des heures et des heures, surtout que moi j'ai un caractère addict. Si je commence une série, je vais annuler tout ce que je fais, je vais l'enchaîner en un week-end, je vais pas dormir, etc. Donc disons que je me limite, mais j'avais été bouleversée par la série de David Lynch, Twin Peaks, où il y avait tout. Déjà, il y avait tous ces sujets. Bon, je ne vais pas spoiler ceux qui n'ont pas vu, mais on était quand même dans la maltraitance familiale et toute la série tourne autour de ça et personne ne nommait la chose. Donc Twin Peaks, la regarder à l'heure après post-MeToo, ça a quand même une autre couleur et une autre saveur. Je pense que ce serait intéressant d'ailleurs de se replonger dedans, et avec cette musique fabuleuse d'Angelo Badalamenti qui est très rythmée, très jazz. Et en série, j'avais été marquée par une série peut-être plus populaire, Desperate Housewives, il y a une quinzaine d'années, qui était, je trouve, fabuleuse. Les personnages étaient très bien travaillés. Parce que ce que je reproche aux séries, c'est que souvent on a l'impression qu'ils veulent aller vite et que la psychopathologie des personnages, le caractère, n'est pas forcément très creusé. Et donc du coup, je suis souvent sur ma faim. Et dernièrement, des séries, des bonnes séries, il y a une série française extraordinaire, je trouve, c'est 10%. Je trouve que c'est une série d'une qualité, elle est drôle, elle est intelligente, elle est humaine, elle est légère. Enfin, elle s'est arrêtée d'ailleurs, et je trouve que c'est une excellente série. Et voilà, je connais peu de séries sinon. Merci beaucoup. Merci.